C'est dans le silence d'une aube de février 1934 qu'un homme s'éteignait à petit feu, alité dans la majestueuse chambre d'une bâtisse en briques de 3 étages, au cœur de New Bern, en Caroline du Nord. Cet homme, c'était Caleb Davis Bradham, et les murs qui venaient de recueillir son dernier soupir étaient les gardiens silencieux de près d'un siècle d'histoire américaine. Des généraux de la guerre de sécession en avaient arpenté les couloirs, y orchestrant des offensives destinées à forger le destin de toute la nation. De riches négociants y avaient donné des réceptions fastueuses, animant ces salons raffinés du murmure de la haute société. Puis, pendant 26 longues années, cette demeure mythique fut le refuge de Bradham. Derrière ses hautes fenêtres, il a contemplé l'ascension fulgurante de son propre rêve américain, avant d'assister, impuissant, à son effondrement total. Aujourd'hui encore, le manoir brave le temps. Ses façades de briques rouges et sa toiture en croupe surbaissée rendent un vibrant hommage au savoir-faire d'une époque révolue, mais les secrets que cachent ces pierres dépassent de loin la simple histoire architecturale. C'est une épopée mêlant soif de réussite, génie créatif et désillusions amères, couronnée par l'un des désastres financiers les plus retentissants des États-Unis. Car l'illustre Caleb Bradham n'était pas un citoyen ordinaire. De son esprit est né le Pepsi-Cola, une boisson qui allait se hisser au panthéon des marques les plus emblématiques de notre monde. Pourtant, c'est dans un dénuement presque total qu'il a rendu l'âme, ruiné par une spéculation hasardeuse sur le sucre qui avait réduit son empire en cendres en l'espace de quelques semaines seulement. Pour saisir comment un simple apothicaire de la campagne nord-carolinienne a pu engendrer une industrie à $1 milliard pour finalement la voir s'évaporer, il nous faut remonter le temps jusqu'à une époque charnière, celle où l'Amérique entière tentait de renaître des cendres d'un conflit fratricide. Les fondations de ce qui deviendrait le domaine Bradham ont été posées en 1848, à l'heure où New Bern s'imposait comme un carrefour urbain incontournable de l'État. L'homme à l'origine de ce projet grandiose se nommait Charles Edward Slover. Ce commerçant avait débarqué dans la bourgade au cours de sa jeunesse, avec pour seul bagage une détermination farouche et un flair exceptionnel pour les affaires. À l'aube de la quarantaine, ses activités de commerce maritime et de vente au détail lui avaient permis de bâtir une fortune colossale. Sa flotte marchande voguait inlassablement vers les Antilles, rapportant des trésors qui l'ont hissé au rang des figures les plus opulentes de la façade et de la Caroline du Nord. Désireux de graver son triomphe dans la pierre à la vue de tous, Slover fit appel au service de Hardy B. Lane, l'entrepreneur le plus adulé de la ville. Ce maître d'œuvre, célèbre pour avoir érigé des lieux de culte et des écoles, était loué pour son talent unique à marier la grâce esthétique à une robustesse structurelle infaillible. De ses plans naquit un palais de 3 niveaux, épousant les codes grandioses de l'architecture néo-grecque. C'était le comble de la sophistication dans le sud d'avant-guerre, l'incarnation même du prestige. La maçonnerie adoptait un appareil flamand, une savante alternance de briques posées en panérès et en boutis, offrant aux façades une allure spectaculaire couplée à une résistance à toute épreuve. Des encadrements en grès brun venaient sublimer les ouvertures, conférant à la bâtisse une aura de raffinement capable de rivaliser avec les demeures les plus somptueuses des grandes métropoles sudistes. À l'achèvement des travaux en 1849, la résidence Slover dominait sans conteste le paysage urbain, s'imposant comme la propriété privée la plus monumentale de New Bern. Son harmonie architecturale frisait l'absolu, chaque finition respirant la perfection. De gigantesques baies baignaient les espaces intérieurs d'une clarté enchanteresse, et l'impressionnante hauteur sous plafond préservait la fraîcheur des pièces face à la canicule étouffante des étés caroliniens. Le maître des lieux avait matérialisé sa vision, érigé un sanctuaire à sa propre gloire, un héritage de pierres taillées pour traverser les siècles. Toutefois, le destin se plaît souvent à bouleverser les desseins les plus grandioses. L'année 1860 marqua la sécession des États confédérés, plongeant brutalement le pays dans les atrocités de la guerre civile. Blotti sur les rives de la rivière Neuse et desservi par le chemin de fer de l'Atlantique et de la Caroline du Nord, New Bern devint une cible militaire évidente pour les troupes de l'Union. Charles Slover n'eut pas besoin de consulter les augures pour sentir l'orage gronder.
tandis que la plupart des habitants s'accrochaient obstinément à leurs biens et à leurs idéaux sudistes jusqu'au dernier instant, ce pragmatique fuyait les illusions. Dans l'intervalle qui sépara la rupture avec le nord de l'assaut inexorable des troupes fédérales, il prit soin d'exfiltrer discrètement la majorité de sa fortune vers des coffres britanniques, la mettant ainsi à l'abri du chaos des combats. Il prit ensuite la route de l'exil avec les siens, trouvant refuge dans la ville de High Point, bien loin du tumulte des champs de bataille côtiers. Le 14 mars 1862, le théâtre des affrontements se déploya à peine à 5000 au sud des portes de la ville. Le général Ambrose Burnside jeta ses 11 000 soldats nordistes contre une poignée de 4 000 confédérés, qui s'étaient retranchés derrière de fragiles talus de terre dressés en hâte le long de la voie ferrée. Sous un ciel bas crachant une pluie glaciale, les routes n'étaient plus qu'un bourbier infâme. Mais rien ne pouvait freiner l'avancée implacable de l'armada de Burnside. Au cœur de l'après-midi, la résistance sudiste volait en éclats, forçant les défenseurs à une retraite désespérée vers Kingston, un repli de plus de 30 000. La cité sombra aux mains des forces de l'Union avant le crépuscule, amorçant une occupation militaire ininterrompue jusqu'au silence final des armes. Dans son rôle de commandant du département de Caroline du Nord, le général Burnside se devait d'établir un quartier général reflétant sa toute-puissance. Son dévolu se porta tout naturellement sur le joyau de la cité, le manoir désormais déserté de Charles Slover. Durant les 3 années qui suivirent, cette retraite bourgeoise fut métamorphosée en centre névralgique de toute la machine de guerre de l'Union sur la façade et de l'État. C'est entre ces murs que le 18e corps d'armée avait établi ses quartiers, transformant ces lieux en un véritable centre névralgique où se murmuraient les décisions militaires les plus cruciales du front de l'Est. En succédant à Burnside, le général John G. Foster s'appropria la demeure pour y fondre harmonieusement ses appartements privés et son quartier général. L'objectif des premiers photographes a figé dans le temps l'image de Foster, entouré de sa garde rapprochée, prenant fièrement la pose sur la vaste galerie de la façade. Leurs uniformes arboraient une tenue irréprochable, offrant un contraste saisissant avec le chaos sanglant qui déchirait alors le pays. Derrière eux, les majestueuses colonnes de la bâtisse se dressaient telles les allégories d'un monde civilisé qu'ils juraient de défendre, tandis qu'à l'intérieur, les murs palpitaient d'une réalité bien plus intime et profondément humaine. Dans l'ombre des cuisines du manoir Slover s'activait une certaine Mary Cord, dont la présence a profondément marqué ces années de conflits fratricides. Autrefois réduite en esclavage et arrachée aux siens, elle avait usé ses mains au fourneau des grandes familles confédérées, bien avant que les troupes de l'Union ne s'emparent de la ville. Son parcours, d'une intensité bouleversante, finit par captiver l'imaginaire d'un jeune romancier venu flâner dans les rues de New Bern au lendemain de la guerre. Cet homme de lettres n'était autre que Samuel Clemens, que le monde entier allait bientôt célébrer sous le nom de plume de Mark Twain. De l'existence tourmentée de cette femme, il a tissé la trame de l'une de ses nouvelles les plus vibrantes, un récit poignant et profondément ancré dans le réel. Sous sa plume magistrale, elle fut rebaptisée Tante Rachel. Pourtant, la complainte de sa voix, ses meurtrissures et sa force d'âme inébranlable étaient le fruit d'échanges confidentiels nés dans ces mêmes salons où, peu de temps auparavant, les hauts gradés échafaudaient leurs manœuvres mortelles. Lorsque le fracas des armes s'éteignit enfin en 1865, le clan Slover reprit le chemin de New Bern, porté par l'intuition de Charles Slover, qui avait su mettre son patrimoine à l'abri des ravages. La famille renoua avec son opulence d'antan, contemplant un voisinage meurtri qui se débattait dans les cendres de la défaite. Nettoyée de ses cicatrices et soigneusement restaurée, la majestueuse bâtisse recouvrit rapidement le panache qui faisait autrefois sa fierté. Charles Slover y coula des jours paisibles jusqu'à son dernier souffle en 1892, date à laquelle il transmit l'édifice et tous ses trésors à parts égales entre ses héritiers. Rachetant les parts de sa fratrie, son fils Georges perpétua la présence clanique dans ces vastes espaces jusqu'à l'aube de 1905. C'est alors que les pages du destin se tournèrent vers un tout autre horizon. En 1908,
La propriété tomba entre les mains d'un homme dont le patronyme commençait tout juste à faire les choux gras de la presse du Sud-Est. Il répondait au nom de Caleb Davis Bradham. Et si son existence demeurait un mystère pour quiconque vivait au-delà des frontières de la Caroline du Nord, l'histoire était sur le point de s'emballer. Car, dans la pénombre de l'arrière-boutique de son officine, ce pharmacien avait mis au point une concoction secrète vouée à conquérir le globe tout entier. L'histoire de Caleb avait commencé un 27 mai. C'est au cours de l'année 1867 qu'il poussa son premier cri, au cœur du modeste hameau de Chincapin, en Caroline du Nord. Il était le fruit de l'union entre George Washington Bradham, un entrepreneur à l'aisance confortable, et Julia McCann Bradham, une femme dont la lignée s'ancrait profondément dans la terre des premiers colons. Le sang qui coulait dans ses veines portait d'ailleurs l'héritage d'un aïeul ayant fièrement porté les galons d'officier sous les ordres de George Washington lui-même. Lors de la guerre d'indépendance, dès son plus jeune âge, le garçon laissait transparaître une soif d'apprendre dévorante, couplée à une ambition qui ne ressemblait à aucune autre. Poussé par ce feu intérieur, il franchit les majestueuses portes de l'Université de Caroline du Nord, à Chapel Hill, en 1886. Sur les bancs de l'amphithéâtre, son esprit brillant ne tarda pas à le faire remarquer, lui ouvrant grand les portes de la très élitiste société philanthropique. Son diplôme fraîchement empoché, il se mit en tête de porter la blouse blanche et rejoignit ainsi les rangs de la faculté de médecine de l'Université du Maryland. Lentement mais sûrement, cet enfant des campagnes pavait sa propre route vers les sommets de la respectabilité et du triomphe social. Mais la fatalité s'en mêla cruellement. L'empire de son père s'effondra dans le gouffre de la banqueroute, pulvérisant du même coup les finances censées couvrir son long cursus médical. C'est la mort dans l'âme que Caleb dut faire une croix sur ses aspirations de médecin pour retourner soigner ses propres désillusions sur sa terre natale. Le choc fut d'une violence inouïe pour ce jeune prodige qui avait tant sacrifié et touchait presque du doigt l'aboutissement de sa quête. Cependant, abdiquer ne faisait pas partie du vocabulaire de Caleb Bradham. Puisque le stéthoscope lui était refusé, il puiserait dans son génie de la chimie et de l'apothicaillerie pour soulager les maux de ses contemporains par d'autres moyens. Pour assurer sa survie, il accepta de troquer ses ambitions contre un poste de professeur à l'Académie Vance. Dans cette institution privée nichée au cœur de New Bern, il put amasser un pécule suffisant pour façonner dans l'ombre les contours de son prochain coup de maître. C'est d'ailleurs au cours de cette période charnière qu'il reprit le chemin de l'Université du Maryland, cette fois-ci pour en intégrer l'école de pharmacie. L'année 1895 vit couronner ses efforts avec l'obtention de sa précieuse licence en Caroline du Nord. Les clefs de son destin lui appartenaient enfin. Sans perdre un instant, Bradham fit l'acquisition d'une modeste échoppe, tapie à l'intersection des rues Middle et Pollock en plein centre-ville, qu'il rebaptisa de son propre nom. Et comme le dictait la tendance de la belle époque, l'établissement s'enorgueillissait de posséder sa propre fontaine à soda. C'était un véritable îlot de réconfort où la clientèle venait se désaltérer en sirotant des breuvages pétillants, patientant le temps que l'apothicaire prépare leurs remèdes. C'est précisément autour de ces robinets argentés que l'existence de Caleb Bradham allait basculer, bouleversant à jamais et de fond en comble la formidable industrie mondiale des boissons. La décennie des années 1890 marqua un véritable âge d'or pour ces débits de boissons effervescentes. Véritable chef-d'œuvre de marbre étincelant et de laiton poli, ces comptoirs s'étaient mués en sanctuaires sociaux à travers toutes les bourgades d'Amérique. On s'y bousculait entre voisins pour échanger des ragots et conjurer la touffeur de l'après-midi autour d'un élixir bien frais. En coulisses, les pharmaciens se livraient une guerre sans merci pour élaborer le nectar ultime, mariant, avec une frénésie créatrice, sirop sirupeux et eau gazeuse dans un vertige de combinaisons infinies. Caleb Bradham se jeta à corps perdu dans cette effervescence créative, animée par une passion dévorante. Tel un alchimiste, il mariait sans relâche essence et arômes, en quête du rafraîchissement ultime. Ses connaissances pointues en pharmacie lui conféraient une longueur d'avance inestimable. Conscient de l'impact des plantes sur l'organisme,
Il s'était juré de concevoir un élixir qui ravirait les palais, tout en préservant la santé de ses contemporains. À une époque où les sodas regorgeaient de substances troubles, voire de stupéfiants comme la cocaïne, notre homme fit le choix radical de la pureté, privilégiant exclusivement des composants naturels inoffensifs. C'est en 1893, au terme d'innombrables essais, que la magie opéra enfin. Sa trouvaille unissait avec grâce l'eau pétillante, le sucre et le caramel, rehaussé d'huile de citron, de muscade et d'une précieuse essence de noix de cola. Dès la première gorgée, sa clientèle fut conquise. Cette saveur inédite éclipsait absolument tout ce qui existait alors sur le marché. Très vite, les habitués la réclamèrent à corps et à cri, la baptisant affectueusement la boisson de Brad, en hommage à son créateur. Le succès fulgurant de ce breuvage transforma le comptoir de l'officine en un véritable lieu de pèlerinage. Les curieux affluaient uniquement pour déguster cette merveille, et la renommée du sirop franchit bientôt les frontières de New Bern pour rayonner aux alentours. Bradham prit alors conscience que son invention recelait un potentiel vertigineux, bien trop vaste pour rester confiné entre les murs de sa petite boutique. L'année 1898 marqua un tournant décisif qui allait sceller le reste de son existence. Il rebaptisa son œuvre Pepsi Cola, une alliance subtile évoquant la pepsine, cette fameuse enzyme digestive, et la noix de cola, ingrédient phare de sa recette. Convaincu des vertus thérapeutiques de son nectar sur les maux d'estomac, il désirait que ce nouveau nom résonne comme une véritable promesse de bien, être corporel. Paradoxalement, pas la moindre trace de pepsine ne figura jamais dans la composition du soda. Qu'importe, car l'apothicaire savait que cette aura médicinale séduirait immanquablement l'imaginaire des consommateurs soucieux de leur digestion. Le 4 janvier 1901, Caleb unit sa destinée à celle de Charity Cradle, une jeune femme issue de la haute bourgeoisie de New Bern. Leurs noces, baignées de joie et de lumière, inaugurèrent une vie de couple aussi heureuse que fructueuse. De cette union naquirent 3 enfants, Mary, Caleb Jr. et George. Et la jeune famille s'épanouit paisiblement, tandis que le patriarche jonglait sans cesse entre ses fioles médicales et l'essor de son empire liquide. 12 mois plus tard, une évidence s'imposa. Le moment était venu d'ériger son précieux soda en une véritable entreprise commerciale. À la veille de Noël, le 24 décembre 1902, il fonda officiellement la compagnie Pepsi Cola sur les terres de Caroline du Nord, dont il assuma naturellement la présidence. Dans un souci de protection, il soumit immédiatement son invention au Bureau américain des brevets. C'est ainsi que le 16 juin 1903, l'appellation Pepsi Cola fut gravée dans le marbre de la loi fédérale. Cette inscription compte d'ailleurs parmi les toutes premières marques déposées à enrichir les annales des États-Unis. Un tel geste pionnier témoignait du flair aiguisé de notre homme d'affaires, parfaitement conscient qu'il fallait sanctuariser son chef-d'œuvre face à la concurrence. L'identité visuelle originelle de l'enseigne fut finement esquissée par sa voisine et amie Bayard Wooten, une photographe d'avant-garde dont les clichés du Sud profond allaient bientôt marquer l'histoire de l'art. Ces célèbres lettres rouges aux courbes élégantes ne tardèrent pas à s'imposer partout, ornant les bouteilles, les réclames et les devantures de toute la contrée. À l'aube de 1903, la soif intarissable pour le Pepsi Cola dépassait de loin les maigres capacités de production de son arrière-boutique. Il se vit contraint de louer un entrepôt voisin pour y transférer sa machinerie, lançant ainsi la commercialisation de sa formule à l'échelle industrielle. Lors de cette année inaugurale, il écoula près de 8000 gallons de son élixir, porté par un slogan qui en résumait l'âme: exaltant, vivifiant et indéfectible allié de votre digestion. L'ascension de l'entreprise se révéla tout bonnement vertigineuse, défiant toutes les prévisions. En 1905, l'entrepreneur déboursa $5000 pour s'offrir une vaste bâtisse au cœur de New Bern, connue sous le nom de l'usine Bishop. C'est entre ces murs de briques qu'il rapatria l'intégralité de sa chaîne de mise en bouteille et de préparation du concentré. Le soda commença alors à être distribué dans des contenants en verre de 6 onces, délaissant l'exclusivité des comptoirs d'apothicaires pour envahir triomphalement les rayons des épiceries et les tables des restaurateurs. Face à cet engouement,
les ventes s'envolèrent pour frôler la barre symbolique des 20 000 gallons. Cette même année, il concéda ses 2 premières licences d'embouteillage à des industriels de Charlotte et de Durham, inaugurant une vision de la franchise totalement révolutionnaire. Plutôt que de s'épuiser à bâtir un empire de fabrication tentaculaire, le visionnaire préféra confier à des acteurs locaux le soin de produire et de distribuer sa boisson sur leur propre territoire. Ses partenaires n'avaient plus qu'à acquérir le précieux sirop mère auprès de la maison centrale, se chargeant de toute la logistique environnante. Ce coup de maître stratégique garantissait une propagation fulgurante de la marque, et ce, sans exiger de gouffres financiers initiaux pour la construction d'usines. En l'an 1910, le triomphe était absolu. La petite curiosité de quartier s'était muée en un phénomène culturel irrésistible. Pas moins de 240 franchisés tournaient à plein régime à travers 24 États, tissant une immense toile commerciale depuis les rivages de l'océan Atlantique jusqu'aux cimes majestueuses des montagnes rocheuses. Les modestes expériences d'un pharmacien de province venaient d'enfanter un titan incontesté de l'industrie nationale. Pour couronner cette épopée grandiose, le fondateur organisa à New Bern le tout premier grand rassemblement de ses maîtres embouteilleurs. Venus des 4 coins de l'Amérique, ses partenaires de l'ombre convergèrent vers la ville pour saluer et célébrer l'esprit brillant dont l'invention les guidait tous vers la fortune. Bradham les reçut avec un faste digne des plus grands, allant jusqu'à les convier à bord de l'Alfreda, un ancien navire de la guerre hispano-américaine dont la coque avait été métamorphosée en un somptueux yacht. Ces festivités clamèrent haut et fort à la face du monde que Pepsi-Cola s'était hissé au sommet de l'industrie américaine des rafraîchissements. Et c'est en l'an 1908, alors qu'il chevauchait la vague de ses premiers triomphes, que Caleb Bradham fit l'acquisition du joyau architectural de New Bern, l'ancien manoir Slover, niché rue Johnson, un écrin à la hauteur d'un homme qui, jadis terrassé par la ruine et les désillusions, s'était forgé un destin de titan parmi les bâtisseurs du Sud. Ces murs, autrefois refuge pour les généraux de la guerre de sécession, allaient désormais abriter la cour du monarque de Pepsi-Cola. Aux yeux de Bradham, s'offrir ce domaine dépassait la simple ostentation. C'était gravé dans la pierre son rang au sein de la haute société. L'humble apothicaire venu de Chincapin s'était métamorphosé en une véritable pierre angulaire de la cité. Siégeant au conseil des commissaires du comté de Craven, il présidait également aux destinées de la Banque populaire de la ville. Membre fervent de la confrérie des Shriners, il gravit les échelons jusqu'au 32e degré du rite écossais, assumant une myriade de hautes responsabilités. Bâtisseur de la milice navale de Caroline du Nord, il dédia 25 années de sa vie à la réserve de la marine, avant de tirer sa révérence avec les galons de contre-amiral. En l'an 1914, le secrétaire à la marine Josephus Daniels le nomma au prestigieux conseil général de cette même milice. Les murmures du pouvoir chuchotaient même son nom pour briguer le poste de gouverneur de l'État. Sous l'aura de Caleb Bradham, le plomb se changeait irrémédiablement en or. Le clan Bradham prit possession de ces nouveaux quartiers dans une allégresse absolue. Cette bâtisse, silencieuse gardienne des secrets de l'histoire, résonnait désormais de la mélodie des rires enfantins. Mary, Caleb Junior et le petit George parcouraient ces vastes salles où jadis des stratèges militaires dessinaient des batailles et des marchands calculaient leurs trésors. Telle une souveraine bienveillante, Charity Bradham orchestrait banquets et réceptions mondaines avec une élégance rare, scellant définitivement l'ancrage de la famille parmi l'aristocratie locale. Derrière les immenses baies vitrées de son bureau, Caleb contemplait l'horizon de cette cité où il avait bâti son royaume. L'officine qui avait vu naître son rêve ne se trouvait qu'à quelques pas, au carrefour des rues Middle et Pollock. L'usine Bishop, ruche bouillonnante où les ouvriers mettaient en bouteille ce fameux nectar au cola, vibrait d'une énergie frénétique. Un tableau sans la moindre ombre. Les années qui s'égrenèrent ensuite ne furent que pure abondance. Les volumes écoulés par la marque grimpaient avec la régularité d'un métronome, tandis que la toile de ses franchises recouvrait peu à peu l'immensité du territoire national.
L'entreprise déploya des fresques publicitaires inédites, mettant en scène des figures féminines et des étoiles de l'époque pour vanter l'élixir comme une source inégalée de fraîcheur et de vitalité. Visionnaire, Brabham fut l'un des pionniers du secteur à adopter la révolution des moteurs pour propulser ses livraisons. Il avait saisi, avant tant d'autres, que la vélocité et l'optimisation étaient les nerfs de la guerre dans cette arène impitoyable des sodas. À l'aube de l'année 1915, l'avenir irradiait d'une lumière aveuglante. Le breuvage inondait déjà 7 États du Sud-Est, amassant plus de 31 000 $ de bénéfices, un véritable trésor pour cette époque. L'homme jouissait d'une opulence et d'une aura de respectabilité, dépassant de loin les fantasmes les plus fous de l'étudiant en médecine fauché qu'il fut, jadis contraint d'enterrer ses propres vocations. Cependant, ce même cru 1915 fut celui où le vieux continent plongea dans le brasier le plus apocalyptique que l'humanité ait jamais connu. La Grande Guerre, telle qu'on la baptisa alors, ressemblait à un mauvais rêve lointain, bien incapable d'atteindre la quiétude des ruelles de New Bern. L'industrie américaine se gavait même de ce chaos, abreuvant les forces alliées en vivres et en munitions. Aux yeux de l'entrepreneur et de son empire, ce cataclysme prit d'abord les traits d'un nouveau tremplin vers les sommets. Jusqu'à ce fatidique millésime 1917, l'Amérique tira le glaive, le monde bascula. Le pouvoir fédéral abattit ses cartes, imposant des mesures draconiennes pour soutenir l'effort militaire, dont le rationnement impitoyable des denrées vitales. L'or blanc, l'ingrédient suprême de ces doux nectars qu'était le sucre, se retrouva enchaîné par les régulations les plus féroces. Washington en verrouilla le cours à un modeste 302 $ la livre, tout en distribuant des quotas squelettiques aux industriels. Pour la marque, dont l'identité même reposait sur cette douceur sucrée, le couperet venait de tomber. L'homme d'affaires remua ciel et terre pour maintenir les machines en marche. Il joua aux apprentis chimistes avec des ersatz comme la mélasse, priant pour préserver l'âme du breuvage que ses fidèles chérissaient. Mais ce fut un naufrage total. Ces palliatifs dénaturaient la saveur originelle, semant l'amertume parmi des consommateurs, passionnément attachés à l'authentique recette. La chute des ventes fut vertigineuse, l'usine peinant tragiquement à distiller suffisamment de sirop pour satisfaire une clientèle pourtant déjà clairsemée. Cette disette imposée s'éternisa sur près de 2 longues années, saignant à blanc l'ensemble des acteurs du monde des rafraîchissements. Impuissant, Brabham regardait l'œuvre de sa vie s'effriter au fil des mois, tandis que ses ateliers prenaient la poussière et que ses franchises agonisaient à petit feu. Il en était intimement persuadé. La fin du chaos mondial remettrait enfin le monde sur de bons rails. Il suffisait de faire le dos rond. Et lorsque les cloches sonnèrent l'armistice en novembre 1910 à 8, le cauchemar s'acheva enfin. L'État américain relâcha son emprise sur les tarifs, rendant soudainement l'or blanc accessible à tous. L'heure de la rédemption semblait sonner pour le pharmacien, lui offrant l'occasion inespérée de ressusciter son empire. Mais le destin transforma cette lueur d'espoir en prélude d'une chute abyssale. Ce qui se trama ensuite allait entrer dans la légende, s'inscrivant parmi les naufrages financiers les plus retentissants du continent. Totalement émancipé de la tutelle gouvernementale, le cours de cette denrée refusa obstinément de renouer avec sa sagesse d'avant-guerre. Au lieu de stagner paisiblement à 300 la livre, sa courbe s'affola, grimpant sans répit de la fin de l'année 1910 à 8 jusqu'au cœur de 1910 à 9. À l'aube de l'été 1920, la fièvre spéculative propulsa la livre à un prix faramineux de 28 cents, frôlant le décuple de sa valeur d'autrefois. À l'image des grands capitaines d'industrie de sa génération, il scrutait cette flambée avec un sentiment trouble, oscillant entre l'angoisse viscérale et l'appétit du gain. S'il lui fallait à tout prix regarnir ses stocks pour relancer l'usine, il entrevit également une occasion en or de se blinder face à l'inflation via des achats titanesques. Sa logique implacable lui soufflait qu'en période de hausse continue, le fait de détenir des montagnes de réserves conférerait à son entreprise une longueur d'avance inestimable. Ses cuves continueraient de déverser leur précieux nectar, tandis que ses rivaux s'épuiseraient à quémander des miettes à des tarifs prohibitifs. C'était un coup d'échec qui avait couronné de succès bien d'autres visionnaires. Une manœuvre presque évidente au vu de l'hystérie des marchés.
Mais ce pari funeste allait bientôt balayer de la surface du globe tout ce qu'il avait mis une vie à bâtir. Il se porta acquéreur de tonnage démentiel, au tarif exorbitant de 2800, brûlant les vaisseaux de sa société sur l'autel d'un investissement qu'il jugeait visionnaire. Les hangars menaçaient de craquer sous le poids des sacs immaculés, un trésor empoisonné qui engloutissait des millions de dollars et confisquait des années de labeur. Puis, la bulle éclata avec fracas. À peine quelques semaines après cette folie acheteuse, les courbes s'inversèrent brutalement. Cette ascension vertigineuse n'était qu'un mirage tissé par la spéculation et la peur du vide, loin d'une quelconque crise de l'offre. Sous l'afflux de nouvelles cargaisons inondant les ports, les prix dégringolèrent à 20 cents, puis s'effondrèrent à 15, avant de toucher le fond à 10. Au lendemain de cette hécatombe boursière, le précieux nectar cristallisé se monnayait pour un misérable billet de 500 la livre. L'entrepreneur se retrouva seul, prisonnier de ces montagnes de sucre payées près de 6 fois le prix de leur triste réalité marchande. Il avait joué la tête de son empire sur la roulette de l'inflation, et le croupier venait de tout ramasser. L'équation se révélait aussi limpide que cruelle. Toute tentative de liquidation déclencherait une hémorragie financière mortelle. Impossible, par ailleurs, de tout transformer en sirop avant que les lois du temps ne viennent corrompre la marchandise. Et aucun banquier sain d'esprit ne consentirait à combler l'abîme insondable séparant sa mise initiale de la détresse du marché. Le père fondateur du mythique soda assistait au supplice de sa création. Les créanciers montrèrent les crocs, et aux 4 coins du pays, les embouteilleurs assoiffés de concentré criaient leur désespoir. Les établissements de crédit, jadis si prompts à dérouler le tapis rouge aux prodiges de New Bern, resserraient soudainement le nœud coulant de leurs dettes. Le couperet tomba le 31 mai 1923. Le rideau se fermait sur l'homme et sa légendaire compagnie. Le séisme emporta la totalité du navire, des droits d'auteur jusqu'à la mystérieuse recette, avalant la machinerie industrielle tout entière. Le squelette de cet empire fut bradé à la Craven Holding Corporation pour 30 misérables milliers de dollars. 30 000 dollars pour un colosse qui, jadis, pesait des millions. 30 000 dollars, l'amère rançon pour balayer 20 années d'illusions, d'ingénierie et de sueur. Sa chute fut absolue, le processus de liquidation l'ayant dépouillé jusqu'au dernier centime de sa fortune amassée. Le sanctuaire industriel de l'avenue Bishop s'effaça, emportant dans sa tombe le réseau tentaculaire de partenaires qu'il avait enfanté. L'enseigne qui portait son âme allait survivre à son créateur, voguant de mains en main pour muter un jour en l'hydre planétaire qui peuple notre quotidien. Mais dans le grand théâtre de ce succès à venir, il n'y aurait plus aucune place pour son architecte. Toutefois, l'anéantissement de 1923 n'avait pas complètement fait table rase. La chaleur de son foyer et son insigne de pharmacien lui restaient fidèles. Et par une grâce presque divine, les clés du majestueux manoir de la rue Johnson reposaient encore dans sa poche. Ce sanctuaire de bois et de pierre, ancienne retraite des officiers confédérés et berceau de son triomphe gazéifié, allait envelopper de ses murs ses hivers les plus glaciaux. Néanmoins, l'ombre qui déambulait désormais sous ces hauts plafonds n'avait plus rien à voir avec le conquérant flamboyant qui s'en était porté acquéreur 15 années plus tôt. La vivacité de ses pas s'était éteinte, tout comme la lueur conquérante qui incendiait jadis ses pupilles. S'étant aveuglé par sa croyance fanatique en la montée éternelle des prix, il venait de se brûler les ailes avec une intensité quasi mythologique. Dans la cendre encore chaude de ce désastre, il puisa son salut dans l'unique remède qu'il connaissait face aux tempêtes de la vie. Il retourna humblement au charbon. Son léviathan gazeux s'était évaporé, offert à des profanes pour le prix d'une bouchée de pain, mais les portes de sa vieille apothicairerie s'ouvraient toujours à la croisée des rues Middle et Pollock. Et dans la quiétude des rayons mordorés de l'après-midi, les pompes rutilantes qui avaient craché le tout premier verre de sa légendaire boisson scintillaient encore de toute leur noblesse. À défaut de régner sur un empire de boissons pétillantes, il endosserait de nouveau son ancienne blouse, celle du modeste apothicaire de province, dévoué à ses concitoyens. Ce retour aux sources s'accompagnait d'une noblesse silencieuse, qui peinait toutefois à masquer une profonde blessure intime. Au quotidien,
Ses pas le ramenaient inexorablement vers les vestiges de sa grandeur passée, fantôme d'un empire désormais évanoui. L'usine Bishop, jadis véritable ruche où s'embouteillait à la chaîne le précieux sirop de Pepsi-Cola, n'était plus qu'une cathédrale de silence. Son vaste réseau de distribution prospérait toujours, mais les dividendes affluaient désormais dans les poches de nouveaux actionnaires, n'ayant jamais remué la moindre goutte de sa fameuse concoction. Cette marque déposée en 1903, véritable pionnière dans l'histoire industrielle des États-Unis, était passée entre des mains étrangères. Les habitants de New Bern observaient ce géant terrassé, avec un mélange d'infinie tendresse et d'admiration intacte. Il demeurait l'enfant du pays, l'un des leurs, dont l'ascension fulgurante avait touché le sommet de la nation. Si sa chute déchirait le cœur de la communauté, elle n'altérait en rien la profonde bienveillance que ses concitoyens lui vouaient. Par solidarité, les ordonnances continuaient d'affluer sur son comptoir et les salutations chaleureuses ponctuaient toujours chacune de ses promenades en ville. Chacun ici saisissait l'injustice de la situation. Ce pari sur les cours du sucre relevait d'une logique implacable, brisée par un coup du sort capable de ruiner n'importe quel entrepreneur. La tragédie de cet homme trouvait un écho d'autant plus bouleversant dans sa générosité indéfectible qui persistait malgré l'assèchement de ses ressources. Amputé de son entreprise, il tint pourtant à honorer la bourse d'études qu'il finançait de longue date. Une dotation qu'il avait lui-même fondée à la faculté de pharmacie de l'Université de Caroline du Nord, à l'aube de l'année 1902. Au fil des ans, il raclait les fonds de tiroir pour parrainer les espoirs de la nouvelle génération, tandis que ses propres illusions gisaient en cendres. Ce mécénat héroïque perdura jusqu'en 1930, à peine 4 années avant qu'il ne rende son dernier souffle. Ce furent la maladie et la précarité qui eurent finalement raison de cet engagement. Néanmoins, son dévouement envers la vie associative de la cité demeura inébranlable. Membre fervent de la confrérie des Shriners, il continuait d'œuvrer dans l'ombre lors des galas de bienfaisance. Les liens tissés durant son âge d'or résistèrent à l'épreuve de la ruine. La chaleur fraternelle de la loge lui servit de phare au cœur de la tempête. Parmi ses pairs, jamais la faillite ne devint un motif de jugement. Les mémoires conservaient l'image du philanthrope flamboyant, celui qui finançait les congrès et soutenait les plus démunis à l'époque où l'or coulait à flot. À présent, le cercle vertueux s'inversait. C'était cette même communauté qui l'enveloppait de son respect et de sa camaraderie dans ses heures les plus sombres. Son engagement au sein de la réserve navale lui offrait une échappatoire, une fierté indicible, bien loin des tumultes liés au cours des matières premières ou des sodas. Personne ne pouvait lui arracher ses galons de contre-amiral, couronnement de 25 années de loyaux services sous les drapeaux. Revêtir son grand uniforme lors des cérémonies officielles effaçait instantanément l'image de l'entrepreneur vaincu. Il incarnait alors le patriote, ayant voué un quart de siècle à la protection de sa patrie, un titre de gloire à l'épreuve des huissiers et des crashs boursiers. Dans le ronronnement quotidien de son officine de province, il trouvait un remède inattendu à sa propre mélancolie. Préparer les remèdes et soulager les souffrances de son voisinage lui procurait une forme d'apaisement intérieur. Véritable phare dans la tourmente pour les foyers précaires, il prodiguait gracieusement des conseils salvateurs à ceux qui ne pouvaient s'offrir les services d'un praticien. À l'aube de sa vie, sa vocation première n'était-elle pas d'enfiler le stéthoscope pour soigner son prochain? Par un curieux caprice du destin, sa ruine financière l'avait reconnecté à cette vocation fondamentale. L'itinéraire avait dévié, certes, mais la mission originelle demeurait sacrée. Hélas, le spectre des dettes continuait de rôder inexorablement. Conserver son immense demeure de la rue Johnson devenait un gouffre financier. Ce joyau historique de 3 étages en briques d'une majesté folle exigeait un entretien dévorant. La charpente réclamait des soins réguliers, tandis que les chaudières se montraient insatiables à l'approche de l'hiver. Le domaine imposait sa loi. Pour un homme réduit aux maigres rentes d'une arrière-boutique, ces dépenses représentaient une charge titanesque. Malgré tout, l'idée de déserter les lieux lui était insupportable, car l'édifice avait transcendé son statut de simple foyer. C'était le monument de son triomphe passé,
la preuve de pierre et de briques qu'il avait, un temps, trôné parmi les magnats les plus influents du sud des États-Unis. Brader, ce patrimoine, équivalait à signer l'acte de sa déchéance absolue, une capitulation que son honneur refusait farouchement d'envisager. Il choisit donc de s'y terrer. Rognant sur la moindre dépense, il observait, impuissant, l'écaillage des murs et l'envahissement du parc par les mauvaises herbes, tout en s'agrippant corps et âme au berceau de sa splendeur. Les salons, jadis théâtre de réceptions fastueuses, sombraient dans un lourd silence, éclairés par la lueur chiche des lustres dont il rationnait le courant. Les grands âtres demeuraient glacés pour épargner le bois, mais l'âme et la stature du manoir gardaient leur splendeur d'antan. L'appareillement flamand, méticuleusement sculpté par les ouvriers de Hardy Lane à l'hiver 1848, défiait encore les ravages du temps. Il s'agissait de l'incontestable joyau architectural de New Bern, datant d'avant la guerre de sécession. Même auréolée de cette noblesse fauchée, la bâtisse imposait le respect par sa divine symétrie. La demeure Slover Bradham exsudait une noblesse que les désastres financiers ne parvenaient nullement à ternir. Dans la tourmente, Charity Bradham demeura le roc auquel son époux put s'accrocher, celle qui avait uni son destin à un pharmacien plein d'avenir en l'an 1901 avait vu son homme tutoyer les sommets avant de sombrer dans les abysses de la ruine. À travers chaque tempête, elle fut son allié indéfectible et son phare dans l'obscurité. Unis, ils élevèrent leurs 3 enfants sur cette ligne de crête fragile, coincée entre le triomphe absolu et la déchéance, leur insufflant par l'exemple que la grandeur d'âme surpasse de loin les caprices du destin. En grandissant, les enfants apprirent à naviguer dans ce curieux paradoxe quotidien. Leur foyer était l'un des joyaux architecturaux de New Bern, un manoir majestueux dont les fondations respiraient les époques précédant la guerre de sécession. Pourtant, ils n'ignoraient rien de la fortune engloutie par leur père, ni du fait que l'empire Pepsi-Cola, né de son génie, était désormais entre des mains étrangères. Derrière la façade prestigieuse se cachait en réalité un quotidien d'une profonde humilité. Face à la dignité de leurs parents devant l'adversité, Mary, Caleb Jr. et George se forgèrent une résilience à toute épreuve. Alors que la frénésie des années 1920 s'effaçait devant la décennie 1930, l'économie mondiale fut tapée par la Grande Dépression, semant la faillite aux 4 coins du pays. Les institutions bancaires baissèrent le rideau et le spectre du chômage atteignit des sommets jusqu'alors inconcevables. Pour Caleb Bradham, lui qui avait déjà traversé sa propre descente aux enfers, voir l'Amérique entière partager sa misère avait le goût d'une amère ironie. L'entreprise Pepsi-Cola, fruit de son imagination, poursuivait sa route chaotique au milieu de cette époque troublée. Suite à la faillite, le flambeau fut repris par d'innombrables acquéreurs, mais aucun ne parvint à ressusciter l'âge d'or du fondateur originel. En l'an 1931, l'empire de boissons s'effondra une nouvelle fois, signant son 2e dépôt de bilan en moins de 10 ans. C'est à ce carrefour tragique qu'un certain Charles Guth décela une étincelle de vie dans cette marque à l'agonie. Ces manœuvres allaient métamorphoser la boisson gazeuse en un rival féroce et légitime face au géant Coca-Cola. Il venait de jeter les bases du mastodonte international que l'on connaît aujourd'hui. Observateur lointain de ce renouveau, Bradham suivait les échos de son propre chef-d'œuvre à travers les colonnes de la presse, totalement exclu de cette résurrection. Pas le moindre centime ne viendrait récompenser les fortunes que d'autres s'apprêtaient à bâtir sur ses fondations. Cette recette magique concoctée dans l'arrière-boutique de son officine, cette marque qu'il avait lui-même déposée, l'âme même du produit qu'il avait forgé de toutes pièces, tout cela était devenu la propriété d'inconnus. Désormais, lors de ses promenades dans les rues de New Bern, il surprenait parfois un passant en train de savourer une bouteille de Pepsi-Cola. Le lettrage familier esquissé par Bayard Wooten capturait son regard, ravivant l'espace d'un instant l'effervescence et la fièvre des premiers jours. Le frisson de voir son élixir conquérir le pays tout entier affleurait de nouveau, avant que l'illusion ne se dissipe, le laissant reprendre sa marche solitaire.
Il n'était plus qu'un homme dépossédé de son héritage par la froide cruauté d'une spéculation sucrière désastreuse, n'ayant pour seul lien avec son œuvre que le souvenir fantomatique de ceux qui auraient pu être. Au seuil des années 1930, son corps commença à montrer des signes d'épuisement. Le mal qui le rongeait fut pudiquement qualifié de maladie de longue durée. Bien que les rumeurs murmuraient les ravages d'une défaillance cardiaque et d'un durcissement des artères, le poids écrasant de la ruine et les tourments de l'indigence avaient fini par briser ce colosse que l'on croyait jadis fait d'airain. La fougue qui lui avait permis de transmuter une simple expérience de comptoir en un empire national s'évaporait inexorablement. L'officine de la rue Middle, son ultime sanctuaire et gagne-pain depuis la faillite, subit un coup de grâce fatal lorsqu'un incendie ravagea les murs. Les brasiers réduisirent en cendres le berceau, même où la fameuse boisson de Brad avait vu le jour. Cet espace de convivialité, où les curieux s'amassaient autour de la fontaine à soda pour déguster un élixir révolutionnaire. Dans ce brasier, l'homme perdit bien plus qu'une simple entreprise. C'était le dernier témoin matériel de son âge d'or qui partait en fumée. Une nouvelle structure finirait par renaître de ses cendres sur cet emplacement précis. Mais le Créateur pousserait son dernier soupir bien avant que ces lieux ne soient consacrés à sa propre légende. De nos jours, cette adresse abrite le sanctuaire historique de Pepsi, offrant aux pèlerins l'opportunité de plonger dans l'épopée de la boisson et de son père fondateur. Toutefois, à l'aube des années 1930, il ne restait là qu'un funeste amas de bois calciné, un deuil supplémentaire dans une existence déjà lourdement endeuillée. Pour les derniers mois qui lui furent accordés, le patriarche se retira dans le silence de son manoir sur la rue Johnson. Ses murs chargés de souvenirs s'apprêtaient à clore un chapitre ultime. Il s'éteignait doucement d'île dans la chambre même où ses ambitions de grandeur et de triomphe avaient jadis bourgeonné. Dans cette pièce où les carnets de profit s'empilaient et où germaient ses plus grandes campagnes publicitaires, là où il avait bercé la tendresse de ses tout-petits, observant silencieusement leur passage vers l'âge adulte. Jusqu'au dernier instant, Charity veilla à son chevet, épaulée par la présence de leurs enfants autant que faire se pouvait. Ce clan qui avait traversé les pires ouragans affrontait désormais l'épreuve de l'adieu définitif. Au-delà des immenses baies vitrées, le pouls de la ville de New Bern continuait de battre au rythme du quotidien. La cité ignorait presque tout du drame silencieux qui se jouait. L'un de ses fils les plus illustres était en train de s'éteindre. C'est le 10 à 9 février 1934 que Caleb Davis Bradham rendit son dernier soupir, au cœur de ce manoir qu'il chérissait tant. À 66 ans, son corps a cédé sous le poids d'une artériosclérose aggravée, triste aboutissement de nombreuses années d'angoisse et d'un déclin physique inexorable. Le génie derrière l'un des rafraîchissements les plus célèbres de la planète a tiré sa révérence dans un anonymat presque total. Déjà, son patronyme s'effaçait des mémoires collectives, alors même que son œuvre florissait entre les mains de ses repreneurs. Les obsèques se déroulèrent sous les voûtes de la première église presbytérienne, un lieu de culte auquel il avait voué une immense fidélité pendant des décennies. La nef rassembla une foule venue pleurer l'apothicaire, l'entrepreneur, le pilier de la communauté, ou tout simplement l'ami qu'ils avaient reconnu. Ses frères de la loge maçonnique locale eurent le sombre honneur de porter son cercueil. Ses compagnons de route l'avaient accompagné aussi bien sur les sommets de la gloire que dans les abîmes de l'adversité. Témoins de son ascension, de sa chute, puis de sa résurrection morale à défaut d'être financière, ils assistèrent à une cérémonie empreinte de noblesse et de recueillement. Cette affluence témoignait de la profonde estime que l'homme inspirait, une aura forgée par la grandeur de son âme plutôt que par l'éclat de ses affaires. Au pupitre, le pasteur dressa le portrait d'une existence entièrement dévouée au bien commun, à ses proches et à ses concitoyens. L'ecclésiastique eut la délicatesse d'omettre la faillite et la ruine financière. Il préféra exalter les vertus qui le rendaient si chères au cœur, une âme charitable, une ténacité à toute épreuve et une bonté infinie envers les plus démunis. Dans le trépas, tout comme au crépuscule de son existence, l'héritage de Caleb se mesurait à la noblesse de son être et non à l'ampleur de ses pertes. Sa dernière demeure fut creusée dans la terre du cimetière de Cedar Grove, à quelques pas seulement de l'endroit où s'élevait autrefois
sa toute première officine. Cette nécropole accueillait les figures illustres de la région depuis la période précédant la guerre de sécession. Il y repose aux côtés des braves confédérés tombés lors des combats locaux, veillant avec des lignées entières de marchands, d'hommes d'État et de notables. En rejoignant ce panthéon silencieux, l'inventeur n'eut droit qu'à une modeste stèle, une pierre nue qui taisait la grandeur de son épopée. Bien des années plus tard, une plaque plus discrète viendrait s'ajouter sur sa sépulture. Elle ne comportait que quelques mots résumant l'œuvre de sa vie. Inventeur du Pepsi. Un hommage bien frugal pour un visionnaire, dont le breuvage allait se hisser au sommet des empires commerciaux de la planète. Aujourd'hui, cette icône brasse des milliards de dollars chaque année et fait vivre des centaines de milliers d'âmes à travers le globe. Pourtant, de ce triomphe colossal, l'artisan originel n'a jamais récolté le moindre centime. Sa richesse s'est bâtie puis évaporée en l'espace de 20 ans, ne lui laissant pour seul héritage que des souvenirs et une demeure chargée d'histoire. Son épouse Charity lui survécut de nombreuses années, avant de s'éteindre à son tour pour aller retrouver son compagnon sous les cyprès de Cedar Grove. Leurs descendants ont pris leur envol pour tracer leur propre chemin, emportant dans leur bagage les précieuses leçons d'une éducation hors du commun. Le patronyme familial a doucement disparu des cercles mondains de la ville, ne résonnant plus qu'aux oreilles des archivistes ou des passionnés des origines du célèbre soda. Toutefois, la bâtisse de la rue Johnson est restée debout, bravant le temps. À la suite du décès du patriarche en 1934, les clés du domaine passèrent de propriétaire en propriétaire. Ce joyau architectural, autrefois repère militaire et berceau d'un empire pétillant, s'est fondu dans le décor d'une bourgade déjà gorgée de monuments anciens. Au gré des ventes et des acquisitions, chaque nouvel hôte a posé sa propre pierre à l'édifice narratif de ces murs centenaires. Tous ont arpenté ces mêmes corridors où le riche marchand Charles Slover tenait salon et où l'état-major nordiste échafaudait ses stratégies de guerre. C'est également là que le pharmacien visionnaire avait porté des toasts à la gloire et pleuré ses heures sombres. Il a fallu attendre 1973 pour que la valeur patrimoniale des lieux soit officiellement scellée par son inscription au prestigieux Registre national des sites historiques. Cette distinction honorifique saluait bien au-delà de la prouesse des bâtisseurs. Elle couronnait la place exceptionnelle de l'édifice dans la grande épopée américaine. Rares sont les demeures à travers le pays pouvant se targuer d'un passé aussi riche et fascinant, ayant d'abord brillé comme le joyau d'un riche négociant. Tour à tour bastion militaire de la guerre civile et refuge d'un pionnier de la boisson, ce bâtiment a traversé les époques en endossant 1001 rôles. De nos jours, le manoir Slover Bradham dresse toujours sa silhouette altière au numéro 201 de la rue Johnson. Son imposante façade de briques sur 3 niveaux, tissée selon le fameux appareillage flamand, a conservé le visage que lui avaient donné les artisans de Hardy Lane lors de son achèvement en 1849. Les délicates moulures en grès brun soulignent encore avec élégance l'encadrement des fenêtres et des portes. La majesté de ces lignes, qui en faisait jadis la plus fastueuse propriété de la New Bern d'avant-guerre, offre toujours une symétrie parfaite et un charme visuel indéniable. Les affres du temps ont épargné ce vieux sanctuaire, figeant son âme d'antan pendant que le monde moderne se métamorphosait frénétiquement tout autour. Aujourd'hui, entre des mains privées, le domaine est jalousement choyé par des gardiens qui en mesurent toute la valeur et l'inestimable héritage. Cette demeure majestueuse s'offre parfois au regard lors de rares visites patrimoniales, invitant les curieux à franchir le seuil pour palper l'épaisseur du temps figé entre ses murs. On s'y surprend à fouler le même parquet que ces stratèges militaires en plein conciliabule, à respirer l'air où flottaient les chimères d'un apothicaire rêvant d'un empire étincelant, et à ressentir l'âme d'une lignée qui a traversé les heures de gloire comme les pires tourments avec une absolue dignité. À quelques rues de là, le berceau officiel de ce célèbre soda s'élève exactement sur les cendres de l'officine originelle de M. Bradham. L'édifice actuel, fruit d'une reconstruction tardive, a remplacé l'ancienne bâtisse ravagée par les flammes. Pourtant, cet écrin de briques abrite aujourd'hui de précieuses reliques et des vitrines relatant l'épopée fondatrice de la mythique boisson gazeuse.
Les flâneurs y croisent le regard immortalisé du créateur sur de vieux clichés, tout en détaillant les tout premiers récipients en verre et les réclames d'époque, avant de savourer un élixir tiré à la pompe, selon le rituel d'antan. Ce lieu est devenu un véritable sanctuaire, tant pour les inconditionnels de la marque que pour les passionnés de la grande aventure industrielle américaine. L'abîme saisissant qui sépare ces deux lieux résume à lui seul l'existence vertigineuse de ce visionnaire. D'un côté, la modeste échoppe, qui vit naître son illustre breuvage, incarne l'ingéniosité foisonnante et l'audace sans borne de ses débuts fulgurants. De l'autre, la somptueuse résidence qui a abrité ses derniers soupirs symbolise l'apogée de son triomphe, mais aussi la violence tragique de sa chute. Cet antagonisme dresse l'autel silencieux d'un pionnier qui a bouleversé l'univers des sodas, sans jamais pouvoir savourer pleinement la récolte de son propre génie. La bourgade entière s'est d'ailleurs drapée avec fierté dans son rôle de matrice historique du fameux cola. Les rues vibrent régulièrement au rythme des festivités et des hommages vibrants rendus à l'enfant du pays, la population ayant parfaitement conscience que cette trouvaille monumentale a gravé le nom de leur modeste cité dans le marbre de l'histoire universelle. Lors de l'année 1998, le 100e anniversaire du baptême de la boisson donna lieu à un défilé magistral, sous un ciel embrasé par les feux d'artifice, avec d'innombrables objets de collection exposés, et une pièce de théâtre retraçant l'épopée du fondateur. Des figures illustres et des passionnés de toute l'Amérique s'y étaient donné rendez-vous pour saluer la mémoire de l'apothicaire qui a métamorphosé le paysage de la soif. Le titan de l'industrie, né de ces quelques gouttes mélangées au fond d'une arrière-boutique, bien qu'aujourd'hui retranché dans son immense quartier général new-yorkais, a su s'incliner face à ses racines modestes en convoquant ses assemblées d'actionnaires sur cette terre originelle, forçant ainsi les magnats de la finance à fouler les pavés même où un jeune homme audacieux espérait jadis bâtir son royaume. Le destin de cet homme et les murs de sa majestueuse demeure murmurent des sagesses qui transcendent largement le simple commerce des rafraîchissements. C'est le reflet parfait et déchirant du rêve américain, dévoilé dans ses méandres les plus sombres et les plus lumineux. C'est l'illustration foudroyante qu'il est possible de sculpter l'impossible à partir du néant, mais aussi une leçon glaçante sur l'infinie vulnérabilité du pouvoir lorsqu'il se heurte aux caprices du destin. Durant 2 décennies entières, son parcours fut d'une perfection absolue, forgeant un colosse industriel à force d'ingéniosité, de sueur et d'intuition magistrale. Puis, un unique et funeste coup de dé sur le cours du sucre est venu anéantir l'œuvre d'une vie. Beaucoup n'y voient qu'une tragédie amère, et il est vrai que le drame y a creusé son lit. Cet esprit brillant a enfanté un mastodonte dont la valeur crèvera les plafonds dorés de la finance, mais a poussé son dernier souffle les mains presque vides. Alors qu'il avait imposé son nom à l'Amérique entière, le crépuscule de son existence se consuma derrière le comptoir d'une minuscule officine de province. S'il avait acquis un palais digne de son triomphe, il lutta désespérément pour en préserver les ors lorsque la ruine le frappa. Toutefois, une lumière bien différente peut éclairer cette fresque tourmentée. Le sort a broyé ses illusions à 2 reprises avec une cruauté inouïe. Initialement, la déroute financière paternelle lui avait arraché ses études de médecine. Puis, le gouffre a englouti son propre empire. À chaque fois, loin de ployer l'échine, il s'est relevé des cendres pour forcer de nouveaux horizons. Le labeur acharné ne l'a jamais quitté, tout comme son dévouement infaillible envers ses concitoyens, continuant inlassablement de financer l'avenir des jeunes étudiants en apothicairerie grâce à ses fondations. Si la faillite a dévoré son argent, elle n'a jamais pu égratigner la noblesse de son âme. Le domaine de la rue Johnson est aujourd'hui le reliquaire de cette résilience inébranlable. Ses boiseries ont épongé les bruits de la guerre civile et de la paix, bu les larmes de l'échec et les rires de la victoire. Et la bâtisse est restée debout, imposante, à l'image du maître des lieux face à la tempête. Les briques rouges, scellées à la sueur des artisans de Hardy Lane en 1848, défient toujours les caprices du temps. Les vastes salons, gorgés de secrets d'un autre âge, attendent paisiblement de bercer de futures lignées. De nos jours,
l'immense majorité des promeneurs qui frôlent les grilles de la demeure demeurent aveugles à sa véritable aura. À leurs yeux profanes, ce n'est qu'une façade pittoresque de plus dans une bourgade qui en regorge. Mais pour les initiés, l'endroit transpire l'indicible. Ils y contemplent le refuge d'un esprit audacieux qui s'est élevé vers les astres, métamorphosant une simple décoction en un raz de marée national, et qui, une fois foudroyé en plein vol, a refusé de rendre les armes. Ils aperçoivent un sanctuaire de pierre doué de mémoire. En définitive, l'empreinte la plus indélébile laissée par ce visionnaire ne réside être pas dans les milliards de bulles de la boisson qu'il a baptisée. Elle s'inscrit bien plutôt dans la splendeur de sa chute, dans cette élégance inouïe à tenir la barre malgré le naufrage, prouvant qu'il est possible d'illuminer son existence alors même que ses rêves les plus fous ont été réduits en poussière. Le somptueux palais où s'est achevé son cheminement. Là où il a pu contempler en silence son invention conquérir le monde entre des doigts étrangers, ce lieu précis où il s'est éteint parmi les siens, noyé dans les souvenirs, s'élève comme le testament impérissable d'un homme qui aura dévoré l'existence avec une intensité folle. Aujourd'hui, l'élixir né de son imagination désaltère quotidiennement des millions d'âmes aux quatre coins du globe. L'empire PepsiCo s'est hissé au sommet de l'industrie agroalimentaire mondiale, générant des revenus colossaux qui dépassent les 90 milliards de dollars chaque année. Cette marque, humblement forgée dans l'arrière-boutique d'une apothicairerie de New Bern, s'est métamorphosée en un véritable mythe planétaire, un emblème universel dont les couleurs résonnent aussi bien dans les rues de Tokyo qu'à Toronto, des marchés du Caire aux avenues de Caracas. Pourtant, pas une seule goutte de cette pluie d'or n'a jamais ruisselé sur les siens. L'architecte de ce triomphe n'en a jamais récolté les fruits. Son patronyme survit néanmoins, discrètement gravé sur la pierre d'une petite stèle au cœur du cimetière de Cedar Grove, et perdure dans l'esprit des curieux qui s'aventurent à remonter aux sources de ce monument de la culture américaine. Sentinelle silencieuse dressée sur la rue Johnson, la demeure Slover Bradham observe aujourd'hui une ville que son ancien maître peinerait à reconnaître. L'officine où bouillonnaient les tout premiers fûts de sa célèbre mixture a été avalée par le temps, cédant la place à un mémorial dédié à cette invention devenue immortelle bien après la chute de son créateur. Les murs de l'usine Bishop, jadis imprégnés de l'odeur du sirop que de petites mains mettaient en bouteille, ont été rasés ou condamnés à de nouvelles existences. Le vaste réseau qu'il avait tissé a été englouti par un léviathan corporatif d'une envergure vertigineuse. Mais la bâtisse, elle, tient toujours debout. Elle n'a rien oublié. Et pour les âmes en quête de vérité, ces façades murmurent encore les récits du passé. L'épopée d'une étincelle de génie consumée par l'ambition, l'histoire tragique d'un visionnaire qui vit son chef-d'œuvre lui glisser entre les doigts. C'est une fresque dont seule l'Amérique a le secret, profondément enraciné dans l'âme de la nation. Un récit qui mérite de résonner à travers les âges, aussi longtemps que l'on cherchera le réconfort d'un soda glacé sous le soleil ardent. Certes, Caleb Davis Bradham s'est éteint dans les ombres de l'oubli, déchu de sa fortune et dépouillé de son entreprise. Cependant, l'héritage qu'il a semé transcende la simple valeur des billets de banque. Il a laissé derrière lui une vibrante leçon de ténacité, un manoir chargé de mystères et une source de délices inépuisables. Voilà le drame méconnu de la demeure familiale. Telle est la véritable légende du domaine de Caleb Bradham, une mémoire immortelle qui survivra tant que les vieilles briques rouges de la rue Johnson braveront les vents sous le ciel de la Caroline.